Nous entamons maintenant notre troisième conférencier, notre conférencière en fait, est Madame Elisabeth Patterson. Elisabeth Patterson s'est jointe au cabinet John Schutz en 2010. Elle pratique en droit autochtone, commercial, international et de la propriété intellectuelle. Elle représente principalement des organisations et gouvernements autochtones. Elisabeth Patterson rédige et négocie différents types de contrats commerciaux, tels que des ententes de co-entreprises sur les répercussions et les avantages. Elle conseille également les clients en matière de gouvernance et d'entente, régissant la collecte et l'utilisation des données, de renseignements personnels, de propriété intellectuelle et de savoir autochtone. Mme Patterson est impliquée dans des projets de formation et des réformes juridiques en Amérique latine, notamment avec Avocats sans frontières Canada, et a travaillé sur un dossier devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Mme Patterson. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais remercier la chaire en entrepreneuriat minier de m'avoir invitée et d'avoir surtout pensé à inclure les droits des Autochtones dans le sujet du droit minier, parce que, évidemment, personnellement, je considère que c'est très important de toujours penser aux droits autochtones et aux droits ancestraux lorsque on entreprend des projets miniers. Parfait. Donc, je vais vous parler de l'obligation de consulter les Autochtones dans le cadre de projets miniers au Québec. Donc, tout d'abord, je vais vous parler un peu du contexte international et juridique dans lequel on se trouve. Je vais faire une petite parenthèse au niveau du droit international. Évidemment, on n'a pas le temps de traiter de toutes les questions, mais c'est important de savoir que ça existe aussi au niveau international. Parler plus précisément de l'étendue de cette obligation de consulter et la source et au niveau de la jurisprudence canadienne, comment elle peut être décrite, et plus précisément dans le contexte des projets miniers au Québec, quelles sont les obligations pour le promoteur, mais surtout pour les gouvernements. Parler un peu de certains défis. Bon, évidemment, j'ai plus la perspective autochtone, puisque la plupart de mes clients sont des organisations autochtones, des Premières Nations et aussi des communautés inuites dans le Grand Nord. Et enfin, quelques conclusions et recommandations pour ceux qui se livrent au projet minier, comme je suppose que c'est plusieurs d'entre vous. Bon, pour ceux qui ne seraient peut-être pas très familiers avec le droit autochtone au Canada, la base vraiment de l'obligation de consulter les communautés autochtones provient finalement du fait que les Autochtones occupaient le territoire avant nous, donc avant les colonisateurs européens, les occupants subséquents aux Autochtones. Et ça provient en fait du système juridique britannique, la Common Law, qui reconnaissait, lorsqu'ils colonisaient un pays, que les occupants antérieurs avaient des droits. Donc les colonisateurs n'avaient pas le droit de simplement s'approprier le territoire, mais bien ils devaient négocier et finalement conclure des traités avec les occupants pour pouvoir avoir un droit sur le territoire. Bon, alors ça c'est par rapport à la reconnaissance du titre et des droits ancestraux. Le titre étant vraiment le droit, disons, presque complet, on pourrait dire, sur le territoire, et les droits ancestraux sont plus variés. On peut penser par exemple au droit de chasse, au droit de pêche, bon, ces droits-là qui subsistent même s'il y a un propriétaire autre qui a le droit foncier sur le territoire. Donc la Common Law est très flexible à ce niveau-là pour finalement permettre à plusieurs droits de coexister. Les droits ancestraux et le titre ancestral, le titre autochtone, a été reconnu suite à la jurisprudence, a été reconnu dans la Constitution canadienne en 1982. Donc c'est vraiment un droit constitutionnel, donc qui a préséance sur toutes les lois
provinciales ou fédérales qui ne sont pas constitutionnelles. Donc, si on compare, par exemple, avec, bon, on a parlé un petit peu de l'acceptabilité sociale plus tôt aujourd'hui, ou la consultation publique dans le cadre, par exemple, d'audience du pape, il faut vraiment comprendre que c'est deux choses complètement différentes. L'obligation de consulter les autochtones est constitutionnelle. Donc, elle a préséance sur toutes les autres lois, finalement, provinciales et fédérales, alors que la consultation des citoyens d'une certaine municipalité ou d'une certaine communauté non autochtone peut se retrouver dans une loi ou peut être importante pour l'acceptabilité sociale, mais ce n'est pas une obligation constitutionnelle. Donc, on ne peut pas simplement, dans le cas des Autochtones, changer la loi et abroger leurs droits. Mais leurs droits subsistent. Donc, il faut vraiment comprendre que c'est deux choses différentes. Souvent, les gens pensent, bon, on va consulter la population, consulter les Autochtones, c'est un peu la même chose. Au niveau juridique, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, peut-être juste pour vous donner une idée à quel point c'était important, finalement, pour la couronne britannique ou à quel point ils reconnaissaient ce droit, les droits ancestraux, les représentants des affaires indiennes sont allés se promener dans tout le Canada, ou presque. On peut voir ici les traités qui ont été négociés au fil des ans, donc à la fin du 19e, au début du 20e siècle, dans des régions quand même très, très éloignées. Et donc, les représentants des affaires indiennes partaient en canot, littéralement, pour rejoindre les communautés très, très éloignées, pour leur faire signer un traité et finalement que leurs droits soient échangés en vertu d'autres droits, des droits de traité, que la couronne britannique ou canadienne, une fois que c'était le Canada, leur reconnaissait. Donc on peut voir qu'à travers la plupart des provinces, il y a des traités comme ça qui ont été signés. Donc là, il y a une certaine controverse, mais disons que le gouvernement considérait que les droits ancestraux ont été éteints dans ces secteurs-là, parce qu'ils ont été finalement échangés avec des droits de traité. Et ensuite, c'est le texte du traité qui décrira leurs droits. Bon, vous pouvez voir qu'au Québec, on ne voit pas de traité. Il y a eu un traité, j'en parlerai tout de suite. Et aussi au niveau de la couronne britannique, il y a beaucoup d'activités en ce moment, beaucoup de procès, en partie parce qu'il n'y a pas eu de traité. Donc les droits ancestraux sont toujours présents. Et donc c'est sûr que ça crée de l'incertitude aussi au niveau, par exemple, de projets miniers, de projets de foresterie, hydroélectrique, etc. Parce qu'à chaque fois, il faut finalement renégocier un peu et négocier par exemple des ententes sur les répercussions et avantages dont on a parlé. Donc ça crée une certaine incertitude. Et au Québec, en grande partie, on est dans la même situation, à part, et on en a parlé, la Convention de la baie James et du Nord québécois qui couvre donc cette partie-ci du Québec, qui est une grande partie du Québec. Mais donc ça date de 1975. Donc c'est ce qu'on appelle les traités modernes, qui sont beaucoup plus détaillés. Les communautés autochtones avaient accès à des avocats, alors que c'était clairement pas le cas pour les anciens traités, les traités historiques. Les traités historiques peuvent faire une page, c'est très simple, alors que la Convention de la baie James est beaucoup plus étoffée, plusieurs centaines de pages. Donc on rentrait beaucoup plus dans les détails et l'interprétation de ces traités va être différente. Alors juste pour donner un peu l'étendue finalement de l'occupation actuelle, encore aujourd'hui, du territoire du Québec par les communautés autochtones. Vous connaissez peut-être ça, mais c'est quand même toujours bon, je pense, de se rappeler à quel point, finalement, tout le Québec est occupé, que ça soit de façon intense ou moins intense. C'est sûr qu'il y a des coins où l'occupation autochtone est moins importante, mais pas mal tout le territoire est revendiqué. On peut voir au nord, les Inuits. Au nord-ouest, les Cris.
Donc ici, c'est couvert par la Convention d'Abbé James, donc on parlera de droits de traité. Par contre, tout le reste, c'est vraiment, il y a encore des droits ancestraux donc, qui sont présents. Il n'y a pas eu de négociation par rapport à ces droits-là. Les Algonquins, les Atikamekw, Mohawks, Huron-Wendat, Micmac, Abenaki, les Inuits, toute la côte nord, et les Naskapi, Malécites, donc on peut voir que c'est vraiment une question très actuelle et au niveau de l'exploration, au niveau de l'exploitation, c'est presque inévitable finalement de rentrer en contact avec des communautés autochtones. Donc juste une petite parenthèse, si l'obligation de consulter au Canada provient finalement de l'accommodement et du fait que les Britanniques, eux, reconnaissaient que les Autochtones avaient des droits ou ont des droits sur leur territoire. Au niveau international, l'obligation de consulter est reconnue aussi, mais pour des raisons en fait très différentes. C'est basé sur le droit à l'autodétermination des peuples. Donc, le test est... il y a un test pour déterminer si un peuple, disons, est réellement un peuple en soi. Mais donc, les Autochtones vont avoir, ou disons, les États en droit international ont une obligation de consulter les Autochtones parce qu'ils sont considérés comme ayant droit à l'autodétermination. Donc, c'est reconnu dans plusieurs instruments internationaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est intéressant de savoir que ce n'est pas seulement au Canada que ça existe. Donc, concrètement, on a vu la source de l'obligation de consulter qui provient du droit anglo-saxon, de la Common Law, mais ça a été reconnu dans la Constitution canadienne de 82. Au niveau de qui a l'obligation de consulter, dans les faits, on le voit, on en a parlé plus tôt aujourd'hui, c'est souvent les compagnies qui, sur le terrain, finalement, vont bien se rendre compte qu'il y a des communautés avec lesquelles ils entrent en contact. Mais en fait, et la question n'était pas claire jusqu'à quand même il n'y a pas très longtemps, c'est vraiment l'État. Donc la Cour suprême a décidé que c'était l'État et non finalement ceux qui vont bénéficier, si on veut, des ressources qui sont dans le territoire. C'est vraiment l'État qui a cette obligation-là. Ce qui peut parfois créer une certaine confusion, mais on en parlera plus tard, j'en parlerai plus tard. Et donc, quand est-ce que cette obligation de consulter les Autochtones naît? C'est quand l'État est conscient, ou devrait être conscient, du fait qu'un droit ancestral existe et que l'action de l'État pourrait avoir un effet négatif, finalement, sur ce droit. Donc, dans les faits, c'est souvent lorsque l'État va émettre un permis, par exemple un permis pour couper des arbres, ou des choses comme ça, ça va avoir un impact finalement sur les droits, admettons, de chasse d'une communauté. L'État, dans ce cas-là, n'a pas le droit de juste aller de l'avant et émettre ce permis, mais par contre doit consulter et accommoder, si nécessaire, la communauté qui revendique ou qui a ces droits-là. Donc au niveau des genres de droits ancestraux dont on parle, souvent ça va être, assez souvent, c'est la pratique d'activités traditionnelles. Il y a d'autres, donc, par exemple, de chasse, de pêche. C'est sûr que ça pourrait être d'autres choses aussi, plus par rapport au titre, dans certains cas, si la communauté revendique donc un titre ancestral sur le territoire, et d'autres droits aussi. Et je pense que c'était Maître Mariage qui en a parlé un petit peu. La Cour suprême, donc il y a eu, disons, dans les 10 dernières années, beaucoup de jurisprudence, en fait, provenant surtout de la Colombie-Britannique, puisque en Colombie-Britannique, comme on l'a vu, on est dans une situation où les droits n'ont pas été échangés, si on veut, pour un droit de traité. Donc, on a encore les droits ancestraux. Et les droits ne sont pas toujours prouvés, finalement. Donc, c'est pas toujours certain si, par exemple,
il y a un projet minier, ou disons un projet, il y a de l'exploration qui se fait dans un certain endroit. Est-ce que telle ou telle communauté autochtone a des droits? C'est pas toujours clair. Donc ça a mené à plusieurs litiges qui se sont souvent rendus jusqu'en Cour suprême. Et la Cour suprême a développé un genre de test et un genre de spectre, si on veut, par rapport à l'obligation de consulter. Et donc ça va dépendre finalement à quel point est-ce que une consultation doit avoir lieu. Est-ce que c'est par exemple juste d'envoyer une lettre disant bon ben nous sommes en train de faire de l'exploration dans votre territoire, voici l'étendue de cette exploration, ou est-ce que c'est par exemple de s'asseoir avec la communauté, donner des plans très détaillés de qu'est-ce qui est en train d'être fait, quel genre de produits chimiques, quel genre de résidus il va avoir, négocier par exemple une entente sur les répercussions et les avantages. Donc la Cour suprême a développé ce genre de spectre où on dit, dépendamment de, si on veut, de l'intensité du droit et aussi à quel point est-ce qu'il est prouvé finalement. Est-ce qu'il y a des preuves, par exemple, anthropologiques, historiques de l'occupation du territoire dans cet endroit spécifique, et aussi donc d'un côté on a cet axe, et de l'autre côté à quel point est-ce que le droit finalement il va avoir une atteinte à ce droit. Donc on peut imaginer que s'il y a quand même beaucoup de preuves et par rapport au droit à l'occupation du territoire et que l'atteinte pourrait être importante, dans ce cas-ci, on parlera vraiment qu'il y a un besoin d'avoir un consentement de la communauté pour pouvoir réaliser le projet. Donc ça, c'est à l'axe tout à fait en haut. Et par exemple, au niveau international, on parle souvent du consentement libre, préalable et informé. Au niveau canadien, on utilise moins souvent ce concept-là, même si les communautés vont parfois se l'approprier. La jurisprudence canadienne utilise presque jamais ce concept-là. Mais dans certaines situations, c'est assez clair qu'un consentement serait nécessaire. Par contre, si l'atteinte n'est pas très importante et que finalement il n'y a pas énormément de preuves par rapport à l'occupation du territoire, on pourrait bien imaginer qu'une consultation assez rapide, assez sommaire, serait suffisante. Donc par exemple, si une communauté poursuivait pour dire bon, vous ne nous avez pas consulté suffisamment, ils n'auraient pas de gain de cause. Donc, non seulement, on parle souvent d'obligation de consulter, mais finalement, ce n'est pas seulement une obligation de consulter, mais il y a une autre partie qui est très importante, qui est de négocier avec la communauté. On parle d'accommodement, et ça peut, par exemple, au niveau de l'atteinte au droit, c'est de minimiser l'atteinte. Donc, au niveau des mesures, par exemple, environnementales, pour s'assurer que le territoire est moins touché s'il y a certains endroits, par exemple certains endroits où la communauté va pêcher dans un certain lac, essayer d'avoir, admettons, la halle de stérile qui se retrouvait à un certain endroit. Le projet était prévu de cette façon-là. On va peut-être essayer de modifier où elle va se retrouver, sachant que en discutant avec la communauté, celle-ci pêche dans un certain endroit. Donc, l'accommodement vise souvent vraiment de minimiser l'atteinte, donc réduire les impacts négatifs. Et dans certains cas, on va aussi retrouver des mesures finalement on reconnaît que l'atteinte est inévitable. Et donc, en échange de cette atteinte aux droits ancestraux, on va indemniser finalement la communauté. Ça peut être avec, par exemple, de l'argent, mais souvent, finalement, quand on parle d'entente sur les répercussions et les avantages, c'est beaucoup plus par rapport à essayer de faire participer la communauté au projet par le biais de formation pour que, ultimement, les résidents de la communauté autochtone puissent travailler, par exemple, dans la mine, ça se fait quand même beaucoup, et aussi... c'est ça, au niveau des emplois, si par exemple la communauté a des petites entreprises,
avoir des contrats qui seraient donnés à la communauté, à ces entreprises-là, pour finalement permettre à des répercussions positives, ce qui peut être considéré comme positif pour la communauté. Donc si on regarde ça, c'est bon, la jurisprudence plus au niveau théorique, mais concrètement au Québec, on se dit bon, comment est-ce que ça se passe dans le domaine minier? Souvent, c'est sûr que le secteur minier est considéré plus de compétences provinciales, donc ça va plus être les ministères ressources naturelles et développement durable qui vont s'impliquer concrètement. Comme on l'a vu, c'est l'État qui est responsable et non théoriquement la compagnie. Et donc, les deux ministères, finalement, vont tous les deux participer à la consultation. Et dépendamment du permis, par exemple, qui est octroyé, le ministère qui est en train d'octroyer le permis va consulter. Parfois, il y a une certaine coordination, mais c'est pas, on a pu voir que c'est souvent les deux, en fait, qui demandent à rencontrer la communauté. Et bon, si on regarde au niveau de la... je vais avancer. Par rapport aux phases, et ensuite je reviendrai par rapport à la nouvelle loi, à quel point, quand est-ce que cette obligation de loi, à quel niveau, au niveau du processus là, de la création d'une mine, à quel niveau est-ce que l'obligation de consulter commence, et on verra que dans la nouvelle loi, ça n'a pas nécessairement été clarifié à l'avantage des communautés autochtones, ou ce qu'ils auraient souhaité voir. Donc, si on regarde les différentes phases au niveau de l'exploration, l'aménagement, l'exploitation, la fermeture, il n'y a pas de délégation officielle au promoteur, mais c'est sûr que finalement, souvent, c'est le promoteur qui va se retrouver, surtout au niveau au début, là, au niveau de l'exploration. Nous, on le voit beaucoup avec nos clients, c'est vraiment le promoteur qui s'assoit avec eux. Et les ministères ne sont pas impliqués. Et à ce niveau-là, c'est ça, au niveau des déclencheurs, par rapport à est-ce que c'est finalement au niveau du claim que l'obligation de consultation va être déclenchée, il y a eu des décisions, notamment au Yukon, où ça a été clarifié que finalement, simplement l'émission du claim peut avoir un impact, ou commence, disons, le processus d'impact sur les droits ancestraux, et donc l'obligation de consulter devrait être déclenchée. Et dans la nouvelle loi, ce fait-là, disons que l'obligation de consulter devrait commencer très tôt dans le processus, n'a pas été clarifié. Et c'est une des choses qui est critiquée, qui a été critiquée par les communautés autochtones dans le processus de révision finalement parlementaire de la nouvelle loi, qu'il y a d'autres juridictions, notamment en Ontario, où ce fait-là a été clarifié, et au Québec, le Québec a choisi de ne pas clarifier que l'obligation de consulter devait commencer très tôt dans le processus. Donc souvent, au niveau du ministère des Ressources naturelles, la consultation va commencer au niveau du gouvernement lors du permis d'intervention forestière, donc quand même relativement tard dans le processus. Évidemment, au niveau du ministère du développement durable, on sait, au niveau des différents permis qui sont émis, moins au début de l'exploration, mais bien quand on est rendu au point plus de l'exploration avancée, qu'il va y avoir des contacts avec la communauté. Et finalement, évidemment, ultimement, disons que si, et ça arrive dans des situations où peut-être l'occupation autochtone n'est pas claire par rapport à l'endroit où l'exploration a lieu, où le développement de la mine aura lieu, le moment finalement ultime où il faut qu'il y ait de la consultation des communautés, c'est vraiment au niveau de l'émission du certificat d'autorisation. Et les communautés, si elles souhaitent contester finalement le certificat, c'est un peu le dernier moment là, pour pouvoir le faire lorsqu'elles estiment que leurs droits n'ont pas été respectés. Donc j'ai mis juste
c'est peut-être pas très très clair, mais c'est, et puis je pense qu'on en a déjà parlé, Maître Maria-Jeanne en a parlé, là, un peu du processus environnemental et les différents permis qui sont émis, et au niveau du processus plus des autorisations minières. Mais finalement, à tous ces niveaux, disons, au fil de la vie, disons, de la mine, ou du développement plutôt d'une mine, l'État devrait être appelé à consulter les communautés autochtones qui ont des droits ancestraux, qui revendiquent des droits sur le territoire où la mine est en train d'être développée. Donc si on regarde juste au niveau de la nouvelle loi sur les mines, c'est sûr que c'est une amélioration par rapport à l'ancienne loi qui mentionnait même pas finalement les communautés autochtones. Le processus finalement d'adoption de la loi, bon, on sait qu'il y a eu plusieurs projets de loi qui ont pas pu être adoptés, et c'est sûr que la dernière manche, disons autour du 8, 9, 10 décembre, a été très très rapide, mais il y a quand même un sentiment chez les leaders autochtones que la consultation n'a pas été satisfaisante, et donc les revendications des communautés n'ont pas été écoutées. Premièrement, bon, il n'y a pas eu de processus distinct de consultation, alors que ça c'est clair au niveau de la jurisprudence et au niveau des politiques du gouvernement. Même la politique générale de consultation du gouvernement du Québec par rapport aux Autochtones mentionne spécifiquement qu'il faut une consultation distincte. Donc il y a la consultation de la population et une consultation distincte pour les peuples autochtones qui n'a pas eu lieu. Donc les communautés autochtones ont choisi, les dirigeants autochtones ont choisi de participer, pour beaucoup d'entre eux, au processus général et d'émettre leurs recommandations. Souvent, celles-ci n'ont pas été prises en compte. Si on regarde les articles, bon, finalement, il y a un article principalement qui reconnaît donc l'obligation de consulter du gouvernement dans le domaine minier. Donc, on indique au point 2, à l'article 2, c'est sûr que c'est au début de la loi, donc c'est déjà positif de voir que c'est clairement mis de l'avant comme étant quelque chose d'important. Par contre, au niveau du contenu, il y a peu de contenu par rapport à l'obligation de consulter. Et un certain bémol, bon, il n'y a pas énormément de clarté. On dit que la présente loi doit s'interpréter de manière compatible avec l'obligation de consulter les communautés autochtones. Le gouvernement consulte les communautés autochtones de manière distincte, donc ça c'est conforme à la jurisprudence, lorsque les circonstances le requièrent. Donc c'est pas clair ce que ça veut dire exactement, lorsque les circonstances le requièrent, ça sera à voir. Évidemment, on suppose que ça va restreindre cette obligation-là. La prise en compte des droits et des intérêts des communautés autochtones fait partie intégrante de la conciliation de l'activité minière avec les autres possibilités d'utilisation du territoire. Je dirais que ce n'est pas seulement faire partie intégrante, au contraire, ça devrait, finalement, au niveau juridique et au niveau constitutionnel, ça a préséance. Donc, c'est une nuance qui n'est pas présente dans la loi. Et bon, il y a la question, on parle d'une politique, donc le ministre élabore en public et tient à jour une politique de consultation des communautés autochtones propre au secteur minier. Celle-ci, bon, n'est pas développée, ça a été rajouté à la dernière minute, à ma connaissance, dans le projet de loi 14, cette politique n'existait pas, donc à mon avis c'est un pas en avant. On reconnaît qu'on ne pouvait pas juste avoir un article, finalement c'était le premier qui était dans l'ancien projet de loi. Ici on se rend compte, peut-être qu'on essaie de se rattraper un peu, qu'il faut mettre un peu de chair autour de l'os, de l'obligation de consulter. Ce que les dirigeants autochtones, pour avoir parlé avec certains d'entre eux, espèrent, c'est que la politique sera établie en consultation avec les communautés. Et il y a d'autres aspects dans la loi qui sont problématiques et qui ont été très critiqués par les communautés, notamment toute la délégation de pouvoir aux municipalités.
on en a parlé, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette délégation-là il y aurait pu avoir une délégation aux communautés autochtones aussi. Au niveau des plans d'aménagement, les communautés ont un intérêt et des droits sur leur territoire, et le choix a été fait de ne pas inclure, de la même façon que les municipalités ont pu avoir ce pouvoir-là, de ne pas le transférer aussi aux communautés. Si on regarde, alors que par exemple la loi minière en Ontario délègue beaucoup plus de pouvoir aux communautés autochtones. Donc on voit qu'il n'y a pas, ce transfert-là n'a pas été fait, cette réflexion-là n'a pas été faite, alors que finalement la présence autochtone est tout aussi importante, si on veut. Et c'est ça, je le mentionnais plus tôt, on ne parle pas du moment finalement où l'obligation de consulter est née, or ça devrait être tôt dans le processus. Donc il y a un certain mécontentement, si on peut le dire ainsi certainement, là, au niveau des communautés par rapport à la nouvelle loi, même si on peut dire qu'il y a quand même eu une progression. Donc ça sera à voir, je pense qu'on peut se rattraper et on espère que ça sera le cas, et que ça soit plus proche peut-être de la loi sur l'aménagement forestier, par exemple, qui inclut à toutes les étapes finalement les communautés autochtones, alors que à ce niveau-ci on voit qu'il y a un article et c'est tout. Bon, juste pour sans rentrer dans les détails, mais on l'a vu, finalement en tant que promoteur, ou disons les compagnies minières doivent être au courant que le processus au niveau de l'obligation de consulter est très différent, qu'on soit au sud du Québec ou en territoire conventionné, donc chez les Cris, les Inuits, les Naskapi. La Convention de la baie James inclut finalement un processus de consultation intégré, si on veut, dans tout le processus d'évaluation environnementale. Donc c'est une évaluation environnementale et sociale, et les autorités autochtones, des gouvernements régionaux autochtones participent avec des représentants à tous les niveaux de l'émission de permis, etc. Donc c'est un modèle intéressant, et ça change fondamentalement le processus comparé aux communautés, par exemple algonquines ou les communautés Innu, qui vont pas participer avec un siège égal, disons, à la table quand on est dans le processus d'évaluation environnementale. Je vais faire quelques commentaires, disons, par rapport aux défis que j'ai pu voir dans ma pratique en représentant des communautés. Ce que je vois, c'est que souvent, les compagnies finalement souhaitent, en tout cas, il y a différentes approches, c'est sûr, mais les compagnies vont dépendre un peu de l'information qui leur est donnée par le gouvernement, principalement le ministère des Ressources naturelles. Et souvent, ce que j'ai pu voir, c'est que l'information qu'ils reçoivent du MRN versus l'information ou la réalité à laquelle ils font face concrètement quand ils sont sur le terrain n'est pas la même. Et peut-être que je pense que les intervenants précédents semblaient avoir l'impression que ça avait changé, qu'il y a beaucoup plus un processus qui inclut les Autochtones. Mon expérience a été que le MRN ne donnait pas nécessairement l'information complète par rapport à la présence ou les droits au niveau juridique là, des communautés. Et donc, ça peut placer les entreprises dans une situation difficile où, finalement, le gouvernement leur dit une chose, mais dans les faits, ils voient bien que les Autochtones sont présents et revendiquent des droits. Donc, ça peut être difficile.
La cohabitation avec le processus environnemental versus la consultation distincte par rapport à la communauté est parfois difficile, que ce soit pour les promoteurs ou aussi pour les autochtones. Bon, souvent, je pense que la formation, la connaissance des droits autochtones pour le promoteur n'est pas toujours évidente et c'est compréhensible. Dans d'autres juridictions, notamment en Ontario, il y a beaucoup plus d'informations qui est donnée aux promoteurs par le ministère. Donc, ça leur, que ce soit juste ou non, ou adéquat ou non, disons qu'ils ont plus d'informations qui est donnée. Bon, évidemment, pour les mineurs juniors, ils n'ont pas nécessairement les ressources pour consulter les communautés, passer beaucoup de temps à investir dans la communication avec les communautés. Pour les Autochtones, c'est sûr que ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu, en effet, l'importance de communiquer de l'information par rapport au projet semble avoir été passée. Et donc, parfois, les communautés vont recevoir des boîtes entières avec beaucoup d'informations détaillées par rapport à un projet, mais ils ne vont pas nécessairement avoir le temps, les ressources, les capacités techniques, finalement, pour traiter cette information-là. Et souvent, ce qui n'est pas toujours clair, c'est qu'on va recevoir beaucoup d'informations par rapport à un permis qui, finalement, est un peu pas très important pour eux, alors que quelque chose de très important, ça va pas être, il ne va pas avoir un appel ou une rencontre pour leur dire, bon, ben là, on est rendu au point vraiment qui est important pour vous. Donc, c'est pas toujours facile de traiter tout ça, surtout pour les plus petites communautés. Bon, évidemment, il y a des problèmes de communication et parfois, c'est nécessaire pour certaines communautés, finalement, s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas de volonté de discuter avec eux, d'avoir recours aux tribunaux pour revendiquer leurs droits. Et évidemment, ça coûte très cher. Donc ça, c'est une barrière importante. Il peut y avoir des divisions aussi par rapport au territoire entre les communautés, un certain manque de clarté par rapport à qui revendique le territoire, et ça crée des problèmes. C'est important de noter qu'il y a des protocoles de consultation qui ont été adoptés par les communautés, donc de les consulter. Donc les recommandations pour terminer que j'aurais, ça serait finalement et on le voit souvent avec beaucoup de compagnies, donc ça c'est clairement une amélioration, mais finalement d'entrer en contact tôt avec les communautés lorsqu'on sait que ces communautés-là occupent le territoire, ont des droits ancestraux sur le territoire, finalement pour créer une relation de confiance et éviter des problèmes dans le futur. On a vu avec le projet de Strateco d'uranium, je pense que c'est peut-être un modèle à ne pas suivre, de manque de consultation, d'affrontement dès le début, et ça aurait peut-être pu être évité s'il y avait eu une volonté de communiquer dès le début de façon ouverte avec la communauté. Donc, partager l'information, de dialoguer finalement avec les communautés. Et du côté des communautés, c'est sûr que parfois il faut avoir recours, et je pense que c'est aux tribunaux, et c'est quelque chose qu'il faut parfois faire, malheureusement, si la volonté n'est pas là. Mais de façon générale, je dirais pour les entrepreneurs miniers, je dirais que c'est vraiment important de créer ce climat de communication très tôt dans le processus pour finalement éviter les problèmes plus tard. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a du temps pour quelques questions. Oui, au fond. Peut-être que ça serait mieux de vous approcher du micro, parce que... Merci pour la présentation. Edith Garneau de chez SNC Lavalin. Pour avoir travaillé avec plusieurs communautés, je pense que ce qui serait bien d'ajouter, c'est que la plupart du temps, du moment où on établit, comme vous l'avez mentionné, une relation de confiance avec une communauté, c'est 100 fois moins difficile d'aller de l'avant avec une consultation.
Ça se fait presque tout seul du moment où le lien est bon et qu'on leur a dit ce à quoi on s'attendait et ce qu'on voulait faire. Parce que la transparence est hyper important. Et pour les communautés, si on veut éviter, puisque plusieurs communautés ne connaissent pas beaucoup le milieu minier, si on veut éviter qu'on pense à une conspiration, il vaut mieux commencer très très tôt à établir une relation de confiance. Merci. Question, oui? Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation qui était très claire. Aurélie Arnaud, femme autochtone du Québec, mentionnait à un moment donné, puis je l'avais noté dans la présentation précédente de M. Mariage, concernant les droits et les pouvoirs qui avaient été délégués aux municipalités sur l'occupation du territoire et l'aménagement de l'urbanisme, et que les communautés autochtones n'étaient pas satisfaites d'avoir eu les mêmes pouvoirs. Ma question, c'est est-ce que c'est de compétence provinciale de déléguer ces pouvoirs-là aux nations autochtones? Est-ce que le gouvernement provincial aurait réellement pu donner ces pouvoirs-là aux communautés autochtones et aux nations autochtones? Ou est-ce que les nations autochtones ne peuvent pas se l'approprier au nom de leur autonomie gouvernementale? Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'au niveau de l'appropriation par rapport à l'autonomie gouvernementale, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut toujours être fait, mais dans les faits, lorsqu'un gouvernement finalement propose une loi qui propose une procédure de prise de décision, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour les communautés si la procédure inclut leur prise de parole, si on veut, et les choix qu'eux peuvent faire. Donc, non, je pense pas, ça n'aurait pas été une délégation disons, du pouvoir, admettons, du MRN ou du MAMRO, quoi, vers les communautés autochtones, mais ça aurait été juste un processus où, finalement, de reconnaissance de l'autonomie gouvernementale des communautés. Et donc, non, je ne pense pas que ça aurait été un problème constitutionnel à ce niveau-là. Si on regarde la loi sur l'aménagement forestier, c'est sûr que je ne dis pas que c'est un modèle en soi à suivre, mais finalement, les tables de concertation qui ont été créées intègrent quand même plus, c'est pas du tout parfait, c'est très critiqué aussi par les communautés, mais ça intègre plus une certaine participation des communautés autochtones, alors qu'on ne le voit pas du tout. Il faudra voir dans la politique ce qui sera dit, mais au niveau de la loi en tant que telle, on ne le voit pas. Une question, oui? Vous vous approchez. Bonjour, Éric Montin, étudiant en droit à l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Juste une petite question. Est-ce que, d'après vous, le législateur, avec l'adoption du projet de loi 70 et la réforme de la loi sur les mines, a fait suffisamment pour remplir son obligation de consultation et d'accommodement envers les peuples autochtones? Non. Non, je dirais que ça aurait pu être beaucoup plus clair. Surtout, au niveau minier, les droits ancestraux sont si liés finalement au développement minier au Québec à cause du fait que presque partout dans l'État, les communautés ont des droits ancestraux. Je pense qu'il aurait fallu beaucoup plus, d'abord au niveau du processus de l'adoption du projet de loi, consulter et avoir des groupes de travail avec les communautés, avec l'Assemblée des Premières Nations du Québec du Labrador et avec les autres communautés pour finalement bâtir quelque chose qui reconnaîtrait les droits ancestraux. Donc au niveau du processus, ça n'a pas été respecté, et au niveau du contenu, c'est pas du tout suffisant, à mon avis, de mettre un petit article qui mentionne ça, sans finalement même indiquer à quel point les droits ancestraux, constitutionnellement, ont priorité sur les droits miniers. Donc non, je dirais que ça n'a pas été le cas. Charlotte, tu as une question? Oui, donc une question. Alors, au Canada, si les autochtones ont un droit à l'autodétermination reconnu, pourquoi doivent-ils se soumettre aux lois d'application générale?
Je pense que c'est un autochtone qui pose cette question. Oui. Alors, je dirais qu'au niveau de la reconnaissance à l'autodétermination, c'est quand même une question qui est qui demanderait plus de développement. C'est peut-être pas évident de dire que le gouvernement est en faveur, disons, de la déclaration de l'ONU par rapport aux droits des peuples autochtones, mais au niveau de l'expression même de cette reconnaissance du droit à l'autodétermination, je dirais que c'est très nuancé, sinon peu finalement, la mise en œuvre n'a pas été du tout faite, disons, depuis 2007, donc de la Déclaration des Nations Unies. Et au contraire, je dirais qu'on en fait beaucoup moins que d'autres pays, par exemple en Amérique latine, où que ce soit au niveau de la reconnaissance des systèmes juridiques autochtones, nous, au Canada, c'est presque peu reconnu, alors que d'autres pays, dans leur constitution même, vont le reconnaître. Donc je dirais que c'est pas tout à fait, peut-être que la prémisse sur laquelle la question est basée est pas fausse, mais disons que dans la mise en œuvre, c'est plutôt ardu. Merci beaucoup. Pourrais-je poser une petite question? Croyez-vous, partagez-vous cette impression qu'on a que le gouvernement est encore dans le syndrome de la crise d'Oka, en voulant ne pas s'immiscer dans les questions autochtones, en prenant pas ses responsabilités de consultation, en déléguant aux compagnies à peu près toute la job de consulter? C'est l'impression qu'on a parfois. Est-ce que ça correspond à une certaine réalité? Bien, je dirais qu'au niveau du fait de déléguer, j'ai l'impression que ça, c'est peut-être plus une réalité pratique plutôt que le syndrome d'Oka, auquel vous faites référence. Donc ça ne me surprend pas tant que ça, que ce ne soit pas l'État qui prenne finalement les devants. Par contre, au niveau du fait, par exemple, comment le projet de loi a été adopté, là, je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais. Merci. Merci beaucoup.